Ce monsieur est le capitaine Chouchen. C'est la dernière preuve vivante que le GIA est une pure invention des services secrets, puisqu'on lui a donné l'ordre d'aller seconder Jamal Zitouni en 95. On a demandé à un militaire d'aider Zitouni. Oui, on a demandé à cet officier, qui est un officier des services spéciaux, d'aller pour devenir le bras droit de Jamal Zitouni dans le maquis. Depuis que le capitaine Chouchen a confirmé publiquement son incroyable histoire, le général Nezzar a trouvé un argument imparable pour le discréditer. Chouchen est un islamiste convaincu et je le respecte parce que c'est un islamiste convaincu. C'est un officier des forces spéciales algériennes à qui on a demandé, le commandant Abdelrahman a demandé en 95 de devenir le numéro 2 de Jamal Zitouni, à la tête du GIA. Ça c'est faux. Ça c'est à lui de le confirmer. Soldat d'élite, instructeur des forces spéciales de l'armée, le capitaine Chouchen fut longtemps un officier modèle. Mais dans les années 90, comme beaucoup de jeunes Algériens, il devient sympathisant du fils. En janvier 92, les islamistes gagnent les élections, mais l'armée interrompt le processus électoral. Choqué par le coup d'État, le capitaine Chouchen refuse de tirer sur la foule. Il est jeté en prison. 3 ans plus tard, la direction de l'armée vient le chercher dans sa cellule et lui propose une mission très spéciale. Au cours de notre enquête, nous l'avons retrouvé dans le nord de l'Angleterre. Pour la première fois devant une caméra, il a accepté de nous raconter ce qui lui était arrivé. Il m'a amené au centre de torture de Ben Aknoun et là, le général Kamal Abdelrahman est venu me voir et il m'a proposé de travailler avec lui. Le colonel Tartag était avec lui. Premièrement, au début, ils m'ont proposé de liquider les chefs des fils qui avaient pris le maquis. Je leur ai dit que je croyais que vous allez me proposer de liquider Zitouni ou les gens qui ont reconnu les crimes contre les enfants, les femmes et ainsi de suite. Là, Bachir Tartag était énervé, il m'a dit laisse Zitouni tranquille, c'est notre homme et c'est avec lui que tu vas travailler. Le colonel Bachir Tartag et le général Abdelrahman, 2 des plus hauts responsables des services secrets algériens qui ont refusé notre demande d'interview, auraient donc ordonné au capitaine Chouchen d'encadrer Jamal Zitouni. C'est mettre l'un des meilleurs instructeurs de l'armée au service du chef du GIA. Là, je savais que si j'hésite, je ne sortirai pas du bureau. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, je vais essayer de le contacter moi. Je vais essayer de le contacter à ma façon. Ils m'ont dit, non, on va arranger ta rencontre avec lui. Chouchen accepte, il cherche à gagner du temps. Quelques semaines plus tard, l'armée lui fixe effectivement un rendez-vous dans un hôtel d'Alger. Il se rend sur place, aperçoit l'émissaire de Zitouni, puis s'éclipse et parvient finalement à rallier l'Angleterre. 6 ans d'exil. Quelle honte. Les vrais terroristes, c'est ceux-là. Voilà, le général Kamal Abdelrahman. C'est lui qui décidait pour la majorité de ce qu'il fallait faire avec Jamal Zitouni. Et les généraux vont bientôt confier à Zitouni une nouvelle mission, frapper l'Europe. Fin 94, le régime est de plus en plus contesté sur la scène internationale. À Rome, des opposants algériens convoquent une conférence de presse. Du FLN au Front islamique du salut, tous les partis envisagent un processus de paix prévoyant le retour à la démocratie et le départ des militaires. Le monde entier comprend alors que l'Algérie peut fonctionner sans que l'armée soit au pouvoir. Les généraux s'inquiètent. Ils ont bâti leur combat sur la lutte contre les intégristes, sur la lutte contre les islamistes. Mais une fois que les islamistes sont acceptés par la société démocratique, donc tout ce qu'ils ont construit tombe comme un château de cartes. Ces gens-là, à chaque grande occasion, il faut que des attentats, le terrorisme ressurgissent pour
crédibiliser leurs théories, leurs discours. À partir de 14h30, 4 terroristes, ce que nous croyons être, ont pu s'infiltrer, passer les différents barrages de contrôle et ils prennent depuis cette heure-là en otage 232 passagers. Nous sommes un mois seulement après la réunion des opposants algériens à Rome. Les hommes de Djemal Zitouni viennent de prendre en otage un Airbus d'Air France. Ce jour-là, les services de sécurité de l'aéroport n'ont pas fait leur travail. Certains bagages n'ont pas été fouillés et 63 passagers sont montés dans l'avion sans que leur billet ne soit contrôlé, une négligence impensable dans un pays soumis à une guerre terroriste. Pendant ce temps, les hommes de Zitouni introduisent tranquillement dans l'Airbus des armes et des explosifs. Il était impensable de faire passer une arme, même une arme de poing, au niveau de l'arbre. Or, ces gens-là se sont passés avec... Ils avaient même des explosifs. C'est louche. Les terroristes revendiquent d'une organisation. Ce sont des terroristes. Islamistes, vous voulez dire. Ce sont des terroristes. À Paris, on commence à s'interroger sur l'attitude des autorités algériennes. Après l'assassinat de 2 passagers, Édouard Balladur propose que des gendarmes français interviennent. Alger refuse. Au bout d'une trentaine d'heures d'angoisse, les preneurs d'otages abattent un 3e passager d'une balle dans la tête. Il a 23 ans, il est cuisinier à l'ambassade de France. Le Premier ministre Édouard Balladur téléphone alors au président Zeroual. J'ai dit notamment au président Zeroual que je le tenais pour responsable de la vie des Français qui étaient dans cet avion. Et que faute de quoi, je prendrais l'opinion et la communauté internationale à témoin du comportement du gouvernement algérien et qui aurait empêché la France de sauvegarder la vie de ses ressortissants. Ça a été assez difficile et peu diplomatique comme conversation. Après ce coup de téléphone, l'Airbus décolle enfin pour Marseille. Le GIGN intervient. Je me dis ce qui se passe. Non, ça va. 8 ans après ce détournement, l'Algérie n'a toujours pas répondu aux questions du juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière sur les circonstances exactes de l'affaire. Pour la veuve du jeune cuisinier abattu, ce silence est difficile à comprendre. Je ne vois pas l'intérêt du gouvernement algérien de faire obstruction à la justice. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils n'ont pas laissé accéder aux bandes enregistrées de la tour de contrôle? Pourquoi le juge Bruguière n'arrive pas à avancer plus dans l'affaire? Ou alors, bon, il nous a réunis une fois ou deux depuis, mais c'est tout, quoi. Moi, je veux quelque chose, je veux des résultats. Parce que les personnes qui ont vraiment commandité cet attentat sont vivantes, elles sont quelque part. Malgré le détournement de l'Airbus, la paix progresse. Début 95, réunis à nouveau à Rome, les partis algériens signent enfin un accord historique. Ils s'entendent pour gouverner l'Algérie ensemble, sans les militaires. Seul le peuple peut désigner l'autorité et toutes les institutions qui doivent désigner le pays. À Paris, des hommes politiques comme Valéry Giscard d'Estaing ou François Léotard se déclarent favorables aux accords de Rome. François Mitterrand lui-même tente de rallier Helmut Kohl au processus de paix. En mars 95, même l'administration Clinton considère que le régime militaire algérien a échoué. Les généraux se sentent lâchés par la communauté internationale. Le GIA va frapper Paris. À leur arrivée au pouvoir, Jacques Chirac et Alain Juppé seront salués par l'une des plus importantes campagnes d'attentats terroristes jamais organisées en France. Le 15 juin, un quotidien algérien proche des services de sécurité annonce l'arrivée en France d'un commando chargé de commettre des attentats. Le 11 juillet, le cheikh Sahraoui, un des dirigeants du FIS qui figurait sur la liste des hommes à abattre par Zitouni, est mitraillé à Paris. Le 25, c'est la bombe de Saint-Michel. L'affaire sent la manip, d'autant que les vrais islamistes, eux, condamnent ces attentats qui les discréditent auprès de la communauté internationale. Stratégiquement, le FIS n'avait aucun intérêt
à se priver de la base islamiste, s'il y a base islamiste en France. Ils n'avaient aucun intérêt à se couper des pseudo-aides financières qu'ils pouvaient recevoir de la France. En août,